Alors, quand Bertrand Gervais m'a invité à faire cette conférence plénière, j'ai été honoré, j'ai dit oui tout de suite. Il m'a ensuite demandé un titre, je lui ai donné ce titre, ne sachant pas que la semaine suivante, il allait publier. Bon, pourquoi les flèches ne marchent pas? Euh, Hélène, les flèches ne marchent pas. Oui, là, je lui ai bloqué, là. Oui. OK. Donc, il ne m'avait pas dit que la semaine suivante, il allait publier un article qui s'appelle Forme de l'identité flux, donc le même mot, dans laquelle il serait question d'une oreille. C'est pas la mienne, c'est pas l'oreille tendue, mais il y a question de l'oreille. Puis il ne m'avait pas dit non plus qu'il allait publier un livre dans lequel il serait question du texte fluide, qui est un texte flux. Donc, je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate, hein. Qu'est-ce que j'allais faire de mon titre? Alors, j'avais trois possibilités. La première possibilité, c'était de garder le même titre, de rester avec flux, euh, en sachant qu'il y avait un risque de confusion, mais en sachant aussi qu'on ne fait pas la même chose. Alors, quand Bertrand travaille sur la notion de flux, il travaille sur la notion de flux, bien sûr fondée sur le flux comme logique constitutive d'Internet, mais surtout sur le flux en matière de création. Or, aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler de création. Je veux parler de recherche, je veux parler de critique, je veux parler d'analyse. Donc, ça, c'était ma première possibilité. Je garde le titre et je vis avec la confusion possible. Deuxième possibilité, je vais complètement changer de titre, prendre un titre qui aurait été plus en accord avec ce que je vais vous raconter. Ça pourrait être quelque chose comme ça. La publication scientifique n'est pas un fleuve tranquille. Ce que je vais essayer de vous démontrer, ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est cette idée selon laquelle le cheminement qui irait d'une recherche à la rédaction, à la communication, à la publication, ne me convient pas, ne me convient plus. Donc, c'est pour ça que je parle d'un long fleuve tranquille qui n'existe pas. Il y avait une troisième possibilité, c'est évidemment celle que j'ai choisie, et c'était celle d'aggraver mon titre, de faire pire encore. Et ça va donner ça, flux scientifique et stase institutionnelle, conférence en trois parties inégales, il y a une parenthèse suivie d'une conclusion convenue. Donc, vous avez là à la fois ma perspective et mon plan. Flux scientifique, puisque je m'intéresse à la recherche, mais ce que je vais vous présenter, ça entre mal dans les cadres institutionnels, hein. Les cadres institutionnels demandent des pauses, demandent des stages pour qu'on puisse mieux saisir les choses. Alors, première partie, introduction, je vais vous expliquer d'où vient mon interrogation d'aujourd'hui. Ce sera une très, très longue introduction. Alors, à l'Université de Montréal, depuis la nuit des temps, les doctorants sont obligés de suivre un séminaire qui s'est longtemps appelé théorie et méthodologie et qui s'appelle maintenant séminaire collectif de doctorat. C'est un séminaire qui a toujours posé problème. On a toujours eu la difficulté avec ça. Moi et quelques collègues, nous sommes presque arrivés un jour à le faire abolir. On n'a pas réussi. Donc, j'ai commencé à le donner. Une façon, vous voyez, de contourner la difficulté. Si je n'étais pas content du séminaire, j'allais faire autre chose. Et au fil des ans, il y a dans la salle un certain nombre de personnes qui ont suivi ce séminaire avec moi, donc ils vont reconnaître des choses que j'ai déjà dites. Au fil des ans, ce séminaire est devenu un séminaire sur ce que j'appelle les littératies universitaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les littératies universitaires? C'est tout ce que les profs ne disent jamais à leurs étudiants quand ils apprennent des études supérieures, leur maîtrise ou doctorat. Les étudiants aux études supérieures devraient découvrir par osmose ou en buvant l'eau de la fontaine du corridor comment ça marche l'université. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, littératie universitaire? Évidemment, c'est pour moi que j'invente pas l'affaire. Je m'appuie sur des travaux qui ont déjà paru dans ce domaine-là. C'est par exemple la question du libre accès. Qu'est-ce que c'est que le libre accès? C'est la question de l'évaluation par les pairs. Comment ça fonctionne, l'évaluation par les pairs? Quels en sont les intérêts? Quels en sont les désavantages? C'est des questions très, très concrètes. Comment on fait pour proposer une communication dans un colloque? Comment on fait pour s'insérer dans certains réseaux de la recherche. Donc, il y a toute une dimension très, très concrète. Alors, je parle maintenant de littératie universitaire. À une époque, je parlais plutôt de séminaires professionnalisants. L'idée étant de dire, voilà, je vais vous expliquer comment ça marche, parce que ce n'est pas des choses que l'on sait spontanément. Il faut savoir comment ça marche pour pouvoir les utiliser à bon escient. Parmi les choses que j'abordais, il y a la question du colloque. Alors là, j'entre dans une section périlleuse de ma conférence parce que je vais dire pas mal de mal des colloques dans un colloque
et qui plus est dans un colloque où j'ai été invité. Alors, là, je mets les deux métaphores qui n'ont aucun rapport entre elles. Hein. Pour ne pas donner l'impression de cracher dans la soupe, je vais marcher sur des œufs. Donc, je vais être très, très prudent. Qu'est-ce qui ne va pas dans les colloques, selon moi? C'est cette idée selon laquelle il y aurait à l'origine une recherche, que cette recherche mènerait à une rédaction d'articles, que cet article serait lu dans un colloque et serait ensuite publié en l'état. Alors, vous voyez un peu que j'essaie de restreindre le champ. Ce qui me dérange, moi, c'est d'aller entendre des lectures d'articles, pas des communications, des articles. Quelque chose qui est écrit comme un article, qui va être un article. Alors, j'ai, dans ma jeunesse, fait beaucoup de volumes collectifs, j'ai fait beaucoup de numéros de revues, j'ai fait des actes de colloque. Il m'est déjà arrivé de recevoir le lendemain du colloque le texte que voulait faire paraître un des participants. Alors ça veut dire que le texte, il n'était pas un texte de communication, que c'était un texte d'un article, et que, en plus, la discussion en colloque ne sert strictement à rien. Alors, si vous allez dans un colloque pour lire un texte et que votre texte est déjà bouclé et que vous pouvez l'envoyer le lendemain à l'éditeur, vous pouvez rester chez vous. Hein. Je comprends bien pourquoi l'industrie du tourisme aime les colloques. Hein. Vous parcourez des milliers de kilomètres pour aller vous asseoir dans une salle où vous allez lire un texte. D'autres personnes vont aussi lire leur texte. L'industrie du tourisme s'en réjouit. Je disais aussi en séminaire par boutade que c'était excellent pour les occasions d'adultère, mais je laisserai ça de côté aujourd'hui. Alors, mon problème, il tient dans une formulation que j'emprunte d'un collègue américain, Larry Cyrilla. We know you can read, so can we. Donc, on sait que vous savez lire, pas besoin de nous le prouver, on est capable de le lire nous aussi. Donc, vous voyez bien là, où est mon problème, c'est cette idée qu'il y a un cheminement parfaitement linéaire et qui s'arrête tout d'un coup. Hein. L'article paraît, puis on passe à autre chose. Dans les littératies universitaires, j'ai aussi beaucoup abordé la question de la recherche et du blog. Et là, je dois faire un peu d'historique de mon blog pour expliquer ce que j'entends par là. Alors, le blog, je l'ai créé en 2009, il s'appelle L'Oreille tendue. À l'origine, ce n'était pas du tout un blog de recherche. Ce n'est pas comme ça qu'il a été conçu. En 2001, avec Pierre Popovic, j'avais publié un petit livre qui s'appelle Le village québécois d'aujourd'hui, Glossaire, qui est un petit livre sur les expressions à la mode au Québec, notamment des expressions médiatiques, mais pas uniquement. En 2004, j'en ai publié une version full upgradée. C'est écrit comme ça dans le catalogue de la Bibliothèque nationale du Québec, hein, version full upgradée, sous le titre Dictionnaire québécois instantané. Quand j'ai créé mon blog, c'était pour ça. C'était pour donner un prolongement à cette réflexion sur l'évolution de la langue et notamment de la langue médiatique. Et je ne me suis pas du tout posé la question du rapport à la recherche. Alors, j'ai dû me poser cette question en 2014, quand mon jeune et ex-collègue et néanmoins ami Marcello Vitelli Rosati m'a demandé de participer à un séminaire dans lequel je devais réfléchir au rapport du blog et de la recherche. Et ça, c'est en 2014. Donc, jusqu'en 2014, la question ne s'était pas posée. Là, elle s'est posée. Et c'était vrai, mon blog est devenu de plus en plus un blog de recherche. Donc, il n'a pas été conçu comme ça, c'est ce qu'il est devenu. Et c'est ce qui me permettait très souvent d'ajouter des choses à des publications que j'avais faites. Donc, puisque j'étais insatisfait de ce modèle selon lequel on arrivait au colloque, on lisait son texte et c'était fini, ben, le blog me permettait de prolonger la réflexion de toutes sortes de façons. Mais j'insiste, ce n'est pas comme ça que la chose a été conçue à l'origine. Donc, ça fait aussi partie, cette question du blog, des littératies universitaires. J'encourageais les doctorants à s'y mettre le plus rapidement possible. Évidemment, ces choses-là ne se font pas en vase clos, les réflexions qu'on peut avoir sur les colloques, sur les blogs, sur la recherche. Il y a une question d'évaluation quand on est prof. Et c'est plus facile, évidemment, d'évaluer un article paru. C'est plus facile de compter le nombre de communications que d'essayer de voir quelle est la logique argumentative d'un travail qui se déploie sur la durée sous des formes diverses. Alors, nous sommes, nous, les derniers irréductibles gaulois en lettres et sciences humaines à faire encore des livres, je m'en réjouis, mais nous faisons aussi beaucoup d'articles, nous faisons beaucoup de chapitres de livres, d'actes de colloques, etc. Nos institutions aiment beaucoup ça parce que c'est facile à compter, c'est facile à évaluer. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. J'ajouterai une chose en matière de recherche et d'évaluation.
Ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est des exemples très, très concrets de ce que j'ai fait dans cette logique dont je veux vous parler. J'ai pu faire ça parce que j'étais prof titulaire, puis je peux faire ça aujourd'hui parce que je suis prof à la retraite. Personne ne va m'embêter dans mon dossier parce que j'ai moins d'articles, mais plus d'articles de blog, d'entrée de blog. Je peux me permettre ce genre de choses-là. Je disais régulièrement aux étudiants de ce séminaire collectif de doctorat qu'il y avait des choses qu'il fallait attendre de faire dans sa carrière, que ce n'était pas une bonne idée de commencer par un livre sur Maurice Richard et l'histoire culturelle, je vais vous parler de ça tout à l'heure, qu'il valait mieux commencer qu'une thèse sur Diderot, ce que j'ai fait. Ça marche beaucoup mieux institutionnellement. Ma réflexion, elle est aussi nourrie de tout un travail lié à l'édition scientifique dans ses formes diverses. Alors, l'édition scientifique, pour moi, c'est évidemment de l'écriture scientifique. Je suis prof, je suis chercheur. C'est de la lecture. Hein. Je lis des travaux qui relèvent de l'édition scientifique. J'ai créé et dirigé des collections. J'ai participé à des comités de rédaction de revues. Et pendant 12 ans, j'ai été directeur scientifique des presses de l'Université de Montréal. À titre de directeur scientifique des presses de l'Université de Montréal, je devais réfléchir à ce que c'était que l'édition scientifique, à sa transformation, évidemment en fonction du numérique, mais pas que, et en fonction des disciplines. Toutes les disciplines n'ont pas les mêmes besoins en matière d'édition scientifique. Quand j'étais au PUM, nous avions une revue en géographie, une autre en criminologie, des revues en études françaises, des revues en musique contemporaine. Aucune de ces revues-là n'a les mêmes besoins et aucune ne va se transformer au même rythme en fonction du numérique. Mais ça m'a fait lire, ce travail de directeur scientifique, toute une série de textes assez intéressants, dont celui-ci, Should we get rid of the scientific paper? Donc, texte de 2022, je pense. C'est une très bonne question. Est-ce que l'article scientifique est encore aujourd'hui la meilleure forme pour diffuser le savoir? Alors, il se trouve que dans ce cas-là précis, c'est une discipline qui n'est pas du tout la mienne, c'est la psychologie, mais il y a des interrogations là qui rejoignaient précisément celles que j'avais. Donc, vous voyez bien comment ma réflexion est nourrie d'une série de courants divers qui relèvent à la fois de mon travail, qui relèvent de mon travail de chercheur, de mon travail de prof, de mon travail d'éditeur scientifique. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont des retours d'expérience, donc des cas très concrets, des choses où j'ai effectivement essayé de mettre en place une façon de concevoir l'édition scientifique et la recherche scientifique qui s'apparente au flux plutôt qu'à la stase de l'article. Je ne propose pas de modèle. Je ne vous dis pas voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui devrait arriver. Dans le texte que je viens de vous montrer, le texte de Stuart Ritchie, il propose un modèle, ce qu'il appelle les mini-sites. Pas d'article, vous faites un site pour chacune de vos publications, vous mettez toutes les données, tous les commentaires, tout ce que vous avez rédigé, vous faites un site avec ça, et vous faites la même chose pour un article suivant. Alors ça, c'est un modèle. Moi, j'en ai pas de modèle. Strictement, ce que je vais vous présenter, ça a été des façons pour moi d'aborder cette question-là. Et je vais essayer de mettre en lumière avec deux, peut-être trois exemples, ça dépendra du temps que j'aurai, les supports que ça suppose. Parce qu'évidemment, on peut penser cette transformation de l'édition scientifique différemment selon les supports qu'on va utiliser. Alors, vous aurez compris, pour moi, l'article scientifique ne suffit pas, ne suffit plus, mais il existe des possibilités diverses et je vais essayer d'en exposer quelques-unes. Je vais profiter de l'occasion pour vous citer du Diderot, hein, considérer le professeur comme un esprit borné, dans la mesure et dans cette mesure seulement où Diderot déclare dans la satire première que les esprits bornés ont besoin d'exemples. C'est une consigne que je mettais dans mes devoirs que je donnais à mes étudiants à l'université. Comme je n'enseigne plus, je n'ai plus de consignes à donner, je me suis dit que je allais vous l'imposer aujourd'hui. Maintenant, vous voyez, c'est des exemples. C'est là-dessus que je vais travailler. Donc, quels sont ces flux éditoriaux ou ces flux scientifiques? Premier exemple, il va porter sur le sport et la culture. Alors, pour les personnes qui ne sont pas nées natives, je vous explique que le plus grand héros sportif québécois est un joueur de hockey qui s'appelle Maurice Richard, qui est né en 1942, qui est mort en 2000 et qui est encore présent à toutes les semaines dans l'actualité médiatique québécoise. Hein, c'est un mythe. J'ai beaucoup travaillé sur Maurice Richard au fil des ans. Ça a commencé, par exemple, par ce texte de Maurice Richard expliqué aux enfants, où je voulais absolument décrire l'image que vous avez sous les yeux, où vous voyez Maurice Richard, grand-père idéal, c'était le porte-parole de l'année internationale de la famille à titre de grand-père idéal,
Il est là avec ses petites filles et qu'est-ce qu'il leur lit? C'est un bon grand-père qui fait la lecture à ses petites filles. Il leur lit sa biographie. Donc, Maurice Richard lit à ses petites filles l'histoire de Maurice Richard, un bon exemple de ténacité. Et si vous êtes comme moi un peu maniaque, vous allez regarder sur la table de chevet, puis il y a un autre livre qui s'appelle Le Chandail d'hockey, qui est une autre histoire concernant Maurice Richard. Donc, Maurice Richard transmet Maurice Richard à ses petites filles. Communication en 2003, publication en 2005. En 2006, je publie ce livre qui s'appelle Les yeux de Maurice Richard. Et là, ce qui est important, c'est ce qui se trouve sur le bâton, parce que je vais y revenir souvent, une histoire culturelle. Donc, ce n'est pas un travail d'études littéraires, c'est un travail d'études d'histoire culturelle sur un phénomène sportif. J'avais donc déjà commencé à parler de la famille, hein, quand j'ai fait la première communication en 2003. Et je tombe à l'occasion sur des photos comme celle-là où vous avez Maurice Richard en train de donner la bénédiction paternelle le jour de l'an à sa famille. Évidemment, tout ça est, pour le dire en bon français, stagé. Hein, vous avez à l'intérieur de la revue d'autres photos avec d'autres moments de la cérémonie familiale, des vœux du Nouvel An. Donc, il est question de famille. Il est question des fantômes du forum. Alors, si vous suivez le hockey, vous avez déjà entendu parler de ces créatures mystérieuses qui s'appellent les fantômes du forum. Les fantômes du forum, c'est les anciens joueurs des Canadiens qui viendraient hanter l'aréna où jouent les joueurs actuels des Canadiens et feraient des miracles, des choses complètement inattendues. C'est une drôle d'affaire parce que les fantômes du forum, parfois, ils sont encore vivants. Donc, on disait de tel joueur que c'est un fantôme, mais il est encore en vie. Donc, la famille, les fantômes, le flambeau. Alors, qu'est-ce que c'est que la tradition incarnée de l'équipe montréalaise? Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut. Ça, c'est un fan des Canadiens qui s'est fait tatouer sur l'épaule le flambeau. À l'origine, moi, quand je travaille là-dessus, je travaille sur des mots. Hein, c'est ça mon blog à l'origine. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce que ça veut dire. Famille, flambeau, fantôme. Mais je vais bien sûr, à un moment donné, me mettre à goupiller ça à mes travaux antérieurs. J'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle Hockey spectral, les fantômes. L'héritage hockeyistique, c'est le flambeau. Raconter le Rocket, c'est la famille. Donc, je suis parti d'une communication qui a mené un chapitre de livre, qui a mené un livre, et il y a des développements sur mon blog. Un jour, des collègues du CRIST, le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, organisent un colloque qui s'appelle Quand les revenants hantent ce texte. Ils me demandent de participer, j'accepte, et je suis allé faire une communication un peu allitérative qui s'appelle Flambeau fantôme du Forum Famille, les filiations des Flying Frenchmen. Je ne pouvais pas mettre plus de F que ça, je pense que j'avais épuisé l'affaire. Donc, vous voyez, là, je suis rendu presque 10 ans après la première publication. Donc, je suis en train de faire autre chose et il devait y avoir, il y a eu effectivement, pardon, des actes de ce colloque en 2012, mais c'est un moment de ma vie où je ne pouvais pas faire de communication, donc j'ai laissé passer l'occasion. J'ai continué à écrire sur mon blog. J'ai continué à faire d'autres ajouts au texte dont je vous ai parlé. Alors, ça prend tout simplement la forme de complément dû. À la fin, j'ajoute un complément dû, puis j'ajoute quelque chose de nouveau parce que j'ai trouvé une nouvelle manifestation, parce que j'ai trouvé une nouvelle source, etc. En 2000, par la suite, alors en 2014-2015, vous voyez la rapidité de la communication savante, hein, on me demande un texte pour un volume collectif qui s'appelle Je me souviens, j'imagine, essais historiques sur la culture québécoise. Alors, je n'avais pas publié le texte de ma communication d'Ottawa, je décide de le publier là. Bon, vous voyez, le texte apparaît en 2021, donc il ne fallait pas être très, très pressé pour le voir aboutir. Mais on est rendu assez loin de la première manifestation de cet intérêt. Ça continue sur mon blog parce que moi, une fois ce texte-là paru dans le volume collectif, je continue à écrire sur ce sujet-là. Alors, pour essayer de résumer ça, ça donnerait à peu près, et de façon non linéaire, depuis 2003, une communication, un chapitre de livre, un livre, des entrées de blog, une communication, une autre communication, des entrées de blog, un chapitre de livre, des entrées de blog. Ça, c'est ce que je viens de vous décrire. Sans compter que je fais des conférences là-dessus, que je suis régulièrement interviewé par les médias, que j'en ai diffusé des morceaux sur les réseaux sociaux, que je me suis servi de ça en cours. Donc, vous voyez, je suis dans un flux continuel de réflexion sur ces questions-là. Hein, qu'est-ce que représente Maurice Richard autour de ces trois centres que sont la famille, le flambeau et la euh, famille flambeau. Ouais, nous mettons fantôme, voilà.
Je ne suis pas doué pour les fantômes. Alors, il y aurait deux façons d'évaluer ça. On pourrait dire que je suis dans une logique simplement de l'accumulation. Je fais qu'accumuler des choses. Je trouve des nouvelles choses et je les colle bout à bout les unes après les autres. Il me semble que non. Il me semble que je suis plutôt dans une logique de la circulation. Circulation dans le sens où je me suis moi penché sur cette question-là, mais il y a des gens qui me nourrissent aussi et qui vont, ces personnes-là, elles-mêmes, faire circuler ce que j'ai trouvé, ce que j'ai proposé comme hypothèse. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire je trouve de plus en plus de choses et je les colle bout à bout. Il s'agit de dire ces choses-là obligent à une discussion, à une circulation, à des échanges. On pourrait penser aussi qu'il s'agit simplement d'un texte en expansion. Hein. J'ai mon texte de base, puis j'ajoute, puis j'ajoute, puis j'ajoute. Puis à un moment donné, j'arrive à avoir fait à peu près le tour, ou je le pense, à peu près le tour de la question. Non, parce qu'évidemment, je ne dis pas toujours la même chose dans ces textes-là. Les informations nouvelles que je trouve, les lectures nouvelles que je fais, m'obligent à repenser ce que j'ai fait, m'obligent à formuler de nouvelles hypothèses ou à infirmer des hypothèses que j'avais déjà faites. Donc, ce n'est pas simplement dire je vais ajouter ad vietnam aeternam qu'on dit parfois des choses de cette nature. Non, il s'agit du moment d'une pensée. Je fais une parenthèse maintenant, celle que j'avais annoncée dans mon titre, sur les amateurs. Il y a une dizaine d'années, le quotidien montréalais La Presse fait une série d'articles sur sport et culture. J'avais déjà publié pas mal de choses là-dessus, donc je suis régulièrement sollicité par le journal. Je suis notamment sollicité par le journal pour discuter de la chanson et du hockey au Québec. L'article paraît. J'étais directeur de département à ce moment-là, j'avais une secrétaire, j'arrive à mon bureau, la secrétaire me dit, là ça va demander un peu d'explication pour quelques-uns d'entre vous, la secrétaire me dit, Michel Bergeron vient de vous téléphoner. Alors, Michel Bergeron, ça peut être lui. Michel Bergeron, c'est un ancien entraîneur professionnel de hockey, devenu commentateur. Donc, je me dis, c'est quand même un peu bizarre que l'ancien coach des Nordiques veuille me téléphoner pour me parler de la chanson et du hockey. Bon, évidemment, ce n'est pas ce Michel Bergeron-là. C'est ce Michel Bergeron-là, auteur amateur du centenaire de Saint-Honoré. C'est quelqu'un qui travaille à l'Université du Québec à Chicoutimi, au service du personnel, qui n'a aucune compétence universitaire. C'est un collectionneur, c'est un amateur. Alors lui, il a des masses de choses. C'est absolument phénoménal ce qu'il a accumulé, notamment des chansons que moi, je n'ai jamais vues. Donc, tout ce que j'avais raconté sur la chanson jusque-là venait d'être en partie infirmé parce que lui s'est mis à me faire des MP4 de choses introuvables. Ça prend des collectionneurs pour avoir ces choses-là. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Essentiellement parce que l'insatisfaction que je ressens envers la chaîne éditoriale scientifique actuelle vient peut-être de la discipline que je pratique, vient peut-être du fait que je travaille en histoire culturelle. L'histoire culturelle est la parente pauvre des institutions muséales, ce qui fait que quand on veut monter une base documentaire, quand on travaille sur des objets populaires, c'est très, très, très difficile. Et il faut se tourner vers des amateurs, des gens comme ça qui collectionnent, qui ont des masses de choses à offrir, qui ne peuvent rien en faire. M. Bergeron, il ne peut pas analyser les choses qu'il a dans sa collection, mais il peut me les transmettre pour que moi, j'essaie de le faire. Pour le dire autrement, il n'est peut-être pas sûr que j'aurais eu exactement la même évolution, disons ça comme ça, en matière d'édition scientifique, si je m'étais contenté de continuer à faire ce que je faisais au début de ma carrière, des textes sur la littérature française du 18e siècle, où là, évidemment, les bases documentaires sont beaucoup plus affirmées, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Mais pratiquant l'histoire culturelle, j'ai besoin des amateurs. Ce qui fait que la Bibliothèque nationale du Québec est moins utile pour moi que eBay. Je trouve sur eBay continuellement des choses, mais comme je trouve continuellement des choses, ou que M. Bergeron me trouve des choses, je suis obligé de revoir le tir à toutes les fois. Donc, mon article sur la chanson, il ne tient plus parce que je viens de découvrir 22 chansons supplémentaires que je n'aurais jamais trouvées autrement s'il n'y avait pas eu ce collectionneur. Je donne un autre exemple. En 2016, avec un collègue suisse, on a publié un volume collectif qui s'appelle Bande dessinée sport, Pop en stock. Je suis encore furieux, c'est pas moi qui ai trouvé le titre.
Il me semble que c'est un Québécois qui devait se trouver ce titre-là, mais non, c'est mon pote belge, suisse, Michel Poré, qui l'a trouvé. Donc, en 2016, je fais paraître ça, et en 2021, je tombe sur une bande dessinée biographique consacrée à Maurice Richard, publiée dans un journal québécois dans les années 50. Bon, évidemment, ce que je venais de raconter dans mon article a besoin d'être modifié. Mais là, je suis embêté parce que les amateurs sont des gens très, très précieux, les collectionneurs sont des gens très, très précieux, mais ils ne sont pas caractérisés par leur souci philologique ni par leur intérêt bibliographique. Donc ça, je ne sais pas où c'est paru. Parce que la personne qui a mis ça en vente sur eBay, je l'ai acheté, a simplement découpé un morceau du journal, l'a mis en vente, je l'ai acheté, mais je n'ai pas de référence, je n'ai pas de page, je n'ai pas de date, je n'ai pas de journal, j'ai rien. Donc, ils sont très, très pratiques, les gens qui relèvent de cet univers de la collection et des amateurs, mais une fois qu'ils nous ont indiqué des choses à nous, les chercheurs, il y a du travail encore à faire. Je ne l'ai pas là, mais j'ai une publicité chez moi de Maurice Richard en espagnol pour une mousse à raser. Je suis un peu sceptique quand je regarde ça. Qui a pu vouloir un jour vendre de la mousse à raser de Maurice Richard en espagnol? Ben, j'ai acheté ça en Argentine de quelqu'un qui m'a envoyé une page découpée dans un magazine, mais rien. Pas de date, pas de source, rien du tout. Fin de la parenthèse. Alors, deuxième exemple, euh, littérature québécoise. Alors, en 2020, j'ai publié ce livre qui s'appelle Nos Lumières. Conseil en passant, ne publiez pas un livre la veille d'une pandémie. Mon éditeur est dans la salle, il sait comme moi que ce n'est pas un bon timing que de faire ce genre de choses-là. Donc, ce livre paraît en 2020. Il est sous-titré Les classiques au jour le jour. Alors, c'est un ramassis de choses diverses, des articles que j'ai fait paraître, des chapitres de livres, des comptes rendus, des entrées de blog, des textes inédits, qui portent sur la présence des classiques du 18e siècle dans la culture contemporaine. C'est aussi un travail d'histoire culturelle, comme pour Maurice Richard, si vous voulez. J'essaie d'y exposer une théorie très, très simple. Les classiques, pour se constituer, ont besoin de deux choses, d'une réduction et de l'accumulation. Dans le cas de Voltaire, c'est très simple. Au Québec, Voltaire, c'est une chose, quelques arpents de neige vers le Canada. Donc, réduction à une phrase tirée de Candide et répétition ad nauseam de cette phrase. Alors, ça m'a amené à travailler sur des objets comme ceux-ci, hein? Une bande dessinée porno faite à partir de Candide, un jeu vidéo dans lequel on cite Voltaire, une pancarte pendant les grèves étudiantes de 2012, Mike Tyson, l'ancien boxeur, qui fait un comeback ces jours-ci, Voltaire, he was quite a man, et Mad Men, dans lequel il y a un épisode qui porte sur il faut cultiver notre jardin, mais dans un cadre généalogique familial. C'est un père qui dit à sa fille de faire des bébés. Cette idée-là de prendre un classique français, Voltaire, et d'essayer de montrer comment les classiques se constituent et comment les classiques se perpétuent, c'est venu de l'enseignement. Donc, je donnais des cours alors, qui sont appelés parfois histoire de la littérature, parfois histoire de la littérature, parfois question d'histoire de la littérature à l'Université de Montréal. Et ces cours-là reposaient précisément sur l'idée qu'il faut analyser les textes pris dans un ensemble d'autres discours et pas simplement pour ce qu'ils racontent. Quand j'essaie de montrer en quoi Candide est un classique, je dis à peu près rien du texte de Candide. Je montre comment, dans la société, il a été réduit à un certain nombre de phrases qui ont beaucoup circulé. Alors, en enseignant, en donnant ce cours sur les classiques du XVIIIe siècle, en parlant de Voltaire, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais te donner un exemple semblable pour la littérature québécoise? Est-ce que je peux faire le même travail, hein, comment se constituent les classiques, en littérature québécoise, au lieu de le faire uniquement en littérature française? Et j'ai choisi de faire ça avec Claude-Henri Grignon. Alors, Claude-Henri Grignon, c'est un romancier qui a notamment créé cette expression encore en cours au Québec, hein, viande à chien. C'est le personnage de l'avare. Ce qui fait que si vous regardez en haut, là, tout en haut, le monsieur avec le béret vert, c'est un service financier fondé sur l'intelligence artificielle québécois qui s'appelle Séraphin FIN. Mais non, évidemment, c'est un lien direct à Claude-Henri Grignon. Hein, Séraphin, c'est l'avare. Euh, Quand on travaille en histoire culturelle, on collectionne des choses bizarres, du genre une devanture de café qui s'appelle Un homme et son café. Si ça s'appelle Un homme et son café et c'est à Saint-Jérôme, c'est nécessairement une allusion
à Claude-Henri Grignon et à Un homme et son péché, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, vous voyez, je commence à enseigner sur Voltaire comme classique, je passe à Claude-Henri Grignon, j'écris des textes, j'écris un livre. Un jour, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'écris, que je parle en classe de Claude-Henri Grignon comme d'un auteur classique québécois. Ce serait peut-être le temps d'écrire quelque chose là-dessus. Bon. Je n'en ai pas fait un article, j'en ai fait une entrée de blog. Donc, vous voyez, la circulation porte là sur un léger déplacement, hein, le même cadre interprétatif, réduction-accumulation, portant sur un objet différent. Je ne pense pas réécrire sur Claude-Henri Grillon de ma vie. Ce n'est pas un de mes buts. Sur le 18e siècle, si, ça je continue à faire sur mon blog. Mais voyez encore une fois comment tout ça circule et ça ne peut pas s'arrêter tout simplement une fois en disant, bon là, j'ai réglé la question, parce qu'en histoire culturelle, on trouve toujours d'autres exemples de ce qui nous intéresse. Alors, je l'avais dit à René, j'ai un troisième exemple que je ne devais pas faire parce que je manquais de temps, qui portait sur le 18e siècle. Oui, mais j'ai autre chose de plus intéressant à dire après. Ben, j'espère, en tout cas. Cet exemple-là aurait permis de faire apparaître d'autres supports dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Donc, cet exemple-là m'aurait obligé à réfléchir à la circulation de l'information scientifique sur le 18e siècle, sur Facebook et sur Twitter. Parce qu'il y a eu toute une histoire, là. Vous trouverez, je vous indiquerai où vous pouvez lire ça si ça vous intéresse. Question de les stases institutionnelles maintenant. Donc, je viens de terminer ma deuxième partie. Mes exemples, j'espère vous avoir montré combien pour moi ces choses-là que j'essaie d'exposer ne sont pas fixes et ne peuvent pas se ramener à une seule publication. Les institutions n'aiment pas ça. Les institutions ne sont pas prêtes à accueillir ce genre de circulation du savoir. Ça pose un problème de dispersion documentaire. Parce que là, vous l'avez vu, hein, il y a des choses dans des articles, certains numérisés, d'autres pas, dans des livres, dans des chapitres de livres, dans des actes de colloques. Et donc, il y a un problème là de diffusion de la documentation, tout simplement. Dans l'univers numérique, ce problème, évidemment, ce n'est pas simplement un problème documentaire, c'est un problème identitaire. C'est mon identité de chercheur qui est diffuse, qui se trouve sur plusieurs plateformes. Et donc, il y a une difficulté là, de rassembler les choses. Actuellement, et ça, c'est vraiment l'état actuel des choses, ce dont je viens de vous parler, moi, ça se trouve sur le dépôt institutionnel de mon université, qui s'appelle Papyrus, où j'ai déposé à peu près tous mes articles scientifiques depuis le début de ma carrière. J'ai fait surchauffer mon numériseur il y a quelques mois. Il y a aussi des choses qui se trouvent sur mon blog. Il y a aussi des choses qui se trouvent sur mon site personnel. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème là, d'évaluation. Alors, moi, la question ne se pose plus pour moi. Elle ne se pose plus pour moi depuis des années parce que j'avais obtenu la promotion que je voulais obtenir et je n'avais pas besoin de me justifier à toutes les fois. Mais quelqu'un qui voudrait faire ça tôt dans sa carrière aurait une vraie difficulté. Curation scientifique, l'expression m'est venue en lisant un texte de René où il y était question de la curation et des problèmes concrets que ça posait. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Il y a donc un problème de curation scientifique. Si on veut que ces choses-là soient reconnues pour l'institution, par l'institution, pardon, il faut trouver une façon de les rassembler de façon suffisamment claire. Cette idée de Ritchie dont je vous ai parlé tout à l'heure, du mini-site, ben c'est ça. Hein, vous mettez tout au même endroit, puis là, vous dites aux gens, allez lire ça, puis vous allez voir comment ça marche. Ça pose un problème de citation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on cite quand on cite des textes qui circulent de cette façon-là dans l'espace public? Alors, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais je vois comment l'institution peut trouver que c'est un problème. Comment les comités de gestion des promotions peuvent bloquer là-dessus. Ma réponse moi, à ça, elle est un peu bête, je dirais. Si on est capable de citer Wikipédia aujourd'hui, on devrait être capable de citer toutes ces formes-là de savoir scientifique diffusés sur des plateformes différentes. On a trouvé, on a ajusté nos façons de citer en fonction de l'apparition d'une encyclopédie numérique, Wikipédia. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas faire la même chose pour ces publications qui circulent sur des supports différents et qui changent continuellement. Si je prends l'exemple de Wikipédia, c'est pour ça. Hein? Wikipédia, les articles changent continuellement. Ben, ma position sur famille fantôme, etc., flambeau, change aussi. Donc, ce sont des moments qu'il faut essayer de saisir. Bibliographiquement, on devrait être capable de faire ça. Mais encore une fois, les institutions n'aiment pas beaucoup ça. Si vous mettez un article de Wikipédia dans votre dossier de promotion, vous risquez d'avoir certains ricanements au sein du comité qui va vous évaluer. La question de l'autoplagiat, ça, c'est une question qui m'intéresse, moi, absolument pas. Mais pas du tout.
mais que je voulais indiquer parce que ça turlupine des gens, et notamment au Fonds de recherche québécois, Société et Culture. L'autoplagiat, ça les inquiète, ça les embête. Il ne faut pas que vous publiez deux fois la même chose de façon identique, avec des références différentes, parce que c'est de l'autoplagiat. Ben, si on décide de faire comme moi je le fais là, nécessairement, il va y avoir des trucs qui ressemblent à de l'autoplagiat. J'ai publié il y a quelques années deux textes sur Maurice Richard chez les Belges. J'ai publié deux textes chez les Belges sur Maurice Richard. Maurice Richard est avec les Belges. J'ai une introduction qui est exactement la même dans les deux cas. Je ne peux pas faire autrement, là. Je présente à des lecteurs quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc, je vais faire exactement la même chose. Donc, stricto sensu, selon ces craintes-là, au FRQSC, ce serait de l'autoplagiat. Je reprends exactement le même texte. Bien sûr, j'explique que j'ai repris ça du livre que j'ai fait, que ça se trouve dans d'autres publications, etc. Alors, pour moi, ce n'est pas une vraie question. Pour certaines personnes, c'est une vraie question. L'institution ne veut pas se retrouver placée devant un cas où on dirait oui, mais monsieur X a tant de publications, mais c'est la même publication, ou c'est des publications semblables, ou c'est des publications qui se développent, qui s'appuient les unes sur les autres. Donc, il y a un gros travail institutionnel à faire pour que ce dont je vous parle aujourd'hui soit reconnu, soit acceptable à toutes les étapes de la carrière universitaire et pas simplement pour les profs qui, comme moi, n'ont rien à cirer de ce que pensent les comités de promotion. J'en arrive à ma conclusion convenue. Alors, elle est convenue de deux façons parce que je vais vous présenter des avantages et des désavantages. Rien de plus convenu comme conclusion que ça. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en pratiquant ce que j'essaie de pratiquer depuis quelques années? On gagne évidemment une actualisation constante de son travail. Ce travail, il est mis à jour et il est mis à jour rapidement. Si j'ai quelque chose à dire sur une des questions qui m'intéresse, je mets ça sur mon blog tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre 7 ans, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure, entre le texte que j'ai soumis pour un volume collectif et sa publication. Donc, l'actualisation, elle est constante, littéralement, elle est à jour. Hein. Je peux faire ça grâce à cette façon de procéder. Ça me permet aussi, en pratiquant ce genre de travail-là, de toucher de nouvelles communautés de chercheurs et de nouvelles communautés de lecteurs. J'ai travaillé, moi, sur la représentation, essentiellement sur la représentation du hockey, mais les gens qui travaillent sur d'autres sports vont trouver quelque chose intéressant pour eux en lisant mes travaux. Et inversement, moi, je vais trouver des choses intéressantes en lisant leurs travaux. Mais je vais aussi toucher, notamment par le blog, des lecteurs que je ne toucherai jamais autrement. Alors, par le blog ou par les médias. Michel Bergeron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'aurait jamais lu une seule de mes publications scientifiques. Ce n'est pas ses affaires. Mais entendant parler de moi dans les médias, il s'est mis en contact avec moi et je n'ai même pas réussi à exploiter toutes les choses qu'il m'a envoyées parce qu'en plus, les collectionneurs sont un peu comme ça, le compulsif. Donc, ils en envoient des masses et des masses et des masses. Et donc, vous voyez, j'ai constitué une nouvelle communauté de lecteurs à partir des nouveaux supports que j'utilise. Ça permet aussi, cette façon de procéder, de repenser la communication scientifique en revenant à des modèles plus anciens. J'en indique deux ici, mais on pourra en trouver d'autres. Hein. Le modèle de la conversation, c'est André Guntert qui en parlait au sujet du blog scientifique en 2013, ou de l'échange épistolaire, ça c'est chez Kathleen Fitzpatrick, en 2012. Euh, cette idée d'une linéarité, pour reprendre un terme que Bertrand utilisait hier. Cette idée d'une linéarité de la recherche, ben, elle entre en conflit avec cette idée de la conversation. La conversation, c'est ce qui bouge, c'est ce qui avance, c'est ce qui se transforme. Elle entre en conflit aussi avec cette idée de l'échange. Pendant longtemps, on a fait de la science en s'envoyant des lettres. Je ne suis pas en train de dire qu'on va recommencer à s'envoyer des lettres, mais il y a quelque chose là qui relève d'une forme d'interaction beaucoup plus immédiate, beaucoup plus porteuse avec ses lecteurs et avec les chercheurs. Donc oui, il me semble qu'on gagne quelque chose à faire ça. Encore une fois, disons autrement, je gagne quelque chose à faire ça. Pas sûr que tout le monde veuille le faire, je suis pas sûr que tout le monde ait l'intérêt de le faire, mais dans mon cas, moi, je vois là des gains évidents. Je perds des choses en faisant ça, évidemment. La question de la fixité des contenus. Alors moi, je suis 18e. Donc, quand je cite un article de l'Encyclopédie d'Édouard d'Alembert, j'ai aucun problème. Je dis, il est dans le 12e volume, dans la page 682, dans la première colonne, au troisième paragraphe.
C'est réglé, ça ne va pas changer. Ni Diderot, ni d'Alembert ne vont revenir modifier l'ordre des paragraphes dans l'encyclopédie. Ça, je perds ça. Alors, certaines personnes, ça les ennuie. Il y a des gens que ça ennuie de perdre comme ça la fixité des contenus en se disant, mais qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que c'est que le centre de la réflexion? Qu'est-ce que c'est que l'état le plus abouti? Donc oui, c'est une perte que celle-là. Bon, le problème bibliographique que j'ai indiqué, c'est un peu bordélique de se mettre à dire, oui, j'ai raconté ça dans un article que j'avais fait à partir d'une communication, mais que j'ai mis à jour dans un article de blog et que j'ai ensuite exploré différemment sur Twitter ou sur Mastodon. Se pose aussi, bien sûr, c'est la dernière chose que je dirais, la question de l'évaluation par les pairs. Alors, sur mon blog, il n'y a pas d'évaluation par les pairs. Les pairs, c'est moi. Quand je fais un article scientifique, il y a une évaluation par les pairs, avec des formes très, très différentes, d'ailleurs, selon les revues, selon les pays, selon les disciplines. Quand je publie un texte dans un volume d'actes de colloque, il n'y a pas d'évaluation par les pairs. C'est les gens qui gèrent la publication qui décident de ce qu'ils vont faire. Donc déjà, l'évaluation par les pairs n'est pas une chose universellement répandue, universellement maîtrisée, universellement connue. Mais là, c'est sûr qu'en pratiquant ce genre d'écriture-là que je pratique, ça disparaît. Alors, je ne suis pas en train de dire du mal de l'évaluation par les pairs, simplement ça disparaît. Or, il y a des moments où l'évaluation par les pairs, ça peut être utile. Ça peut être utile que quelqu'un nous dise, bah, j'ai lu votre texte, mais il y aura aussi telle chose qu'il faudra développer. Ça arrive qu'on lise des évaluations par les pairs qui nous servent à quelque chose. Ça, je la perds, là, avec cette façon-là de procéder. Je vais terminer avec une citation en anglais qui expose exactement ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, jusque dans une forme d'ironie que vous allez voir. Alors, je vais vous citer un tweet de Jonathan Wilson. Implicit in most discussions of whether blogging is scholarship is the notion that scholarship is a product rather than a process. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que la recherche, ce n'est pas un produit, l'article scientifique, c'est un processus de réflexion toujours en cours. L'ironie, bien sûr, c'est qu'il a écrit ça dans un tweet et que le tweet est disparu depuis. Donc, heureusement, je l'avais gardé. Vous voyez bien qu'il y a une dimension aussi éphémère à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, avec laquelle il va falloir aussi apprendre à vivre, alors qu'on n'a pas généralement beaucoup apprécié le caractère éphémère, je vais arrêter là, caractère éphémère de la publication scientifique. Alors, sur mon site personnel et sur Zotero, j'ai mis une bibliographie, alors à la fois des textes que j'ai cités et des textes qui ont influencé ma réflexion. Alors, sur le site benoîtmelançon.québec, c'est en HTML et sinon, c'est en format Zotero. Donc, vous pouvez aller voir là un peu des gens. Il y a beaucoup de textes là, notamment sur les rapports de la recherche et de la pratique du blog, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup fait en séminaire, mais il y a aussi d'autres textes qui m'ont servi à réfléchir aujourd'hui. Merci.